Une inondation de grande ampleur a frappé l'île de Bali. Des pluies records se sont abattues sur Tokyo et Pékin. La Corée du Sud connaît la sécheresse la plus sévère de toute son histoire d'observation. Mais le principal coup est venu du panache sibérien, dont la puissance a été ressentie jusque sur la Kamchatka. À propos de ces événements climatiques et d'autres faits marquants de la semaine passée, dans le rapport qui suit. Indonésie. Sur l'île de Bali, l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Indonésie, une inondation d'une violence inédite depuis des décennies s'est produite. 6 des 8 districts de la province de Bali, ainsi que la capitale Denpasar, ont été touchés. Après des pluies diluviennes, les rivières sont sorties de leurs lits, inondant rues, habitations, temples et zones touristiques. L'accès à l'aéroport international Ngurah Rai, principal centre de transport pour les visiteurs, a été limité. Des glissements de terrain ont coupé des routes et détruit des ponts. Les militaires ont dû évacuer, à l'aide de bateaux et de camions, les personnes bloquées sur la route de l'aéroport. À Denpasar, 2 bâtiments se sont effondrés et par endroits, l'eau montait jusqu'à la taille d'un adulte. Des hôtels, des banques, des centres d'affaires et même des hôpitaux ont fermé leurs portes. Sur l'un des marchés, le rez-de-chaussée a été complètement submergé et le premier étage recouvert d'une épaisse couche de boue. En raison des coupures d'électricité, l'hôpital régional a dû utiliser des générateurs pour alimenter les salles d'opération. Dans le complexe touristique de Kertalangu, l'eau atteignait le plafond et les enfants ont été évacués par les greniers. Les plages et sites touristiques populaires se sont retrouvés envahis de débris. De nombreux touristes ont été évacués et les autorités ont déclaré l'état d'urgence sur l'île. L'inondation a fait au moins 17 morts et 5 personnes sont portées disparues. Algérie et Tunisie. Le 10 septembre, l'est de l'Algérie et le nord-ouest de la Tunisie ont été frappés par une puissante tempête. En l'espace de quelques minutes, une soirée calme a viré au chaos. Le ciel s'est assombri, des nuages orageux se sont accumulés et une grêle abondante s'est abattue sur la région. Dans la province algérienne de Tébessa, les grêlons ont brisé des fenêtres et endommagé des toits de maisons. Des conducteurs ont dû s'arrêter à cause des pare-brises fracassés. 4 personnes ont été blessées et hospitalisées. En Tunisie, la grêle, grosse comme une noix, a causé d'importants dégâts aux oliviers et aux arbres fruitiers, ainsi qu'aux véhicules. Turquie. Ces derniers temps, on enregistre de plus en plus de cas de renforcement soudain des vents, rafales imprévues, micro-rafales, tornades et autres phénomènes anormaux constituent une menace constante pour la population. Ainsi, le soir du 11 septembre, dans la province turque Aeri, le village de Tezeren a été frappé par une tempête soudaine. En quelques minutes, le ciel s'est obscurci, le vent s'est brutalement renforcé, arrachant les toits de la plupart des maisons et détruisant certaines constructions jusqu'aux fondations. Les habitants, privés de logement, ont dû chercher refuge chez des proches ou des voisins. Pologne. Le 14 septembre, un incident s'est produit à l'aéroport de Cracovie-Balice. Un avion de ligne de la compagnie Enter Air, lors de l'atterrissage, n'a pas pu freiner et a dépassé la piste. Selon la compagnie, la cause en était une forte pluie. L'accumulation d'eau sur la piste a empêché un freinage normal et provoqué un dérapage incontrôlé. L'évacuation des passagers s'est déroulée rapidement et heureusement, aucun blessé grave n'a été signalé. La fermeture de l'unique piste a paralysé totalement l'aéroport et un équipement spécial a dû être acheminé depuis la République tchèque pour dégager l'appareil. Colombie. Le 14 septembre, un tornade inhabituel pour ce pays a traversé la ville de San Ángel, dans le département de Magdalena. Le tourbillon a frappé une arène de corriga, dispersant les structures en bois et en métal. Les habitants ont fui en panique à la recherche d'abris. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée. Il est à noter que les tornades étaient auparavant inconnues en Colombie. Le premier cas officiel n'a été enregistré qu'en 2001. Japon. Le 11 septembre, des pluies records se sont abattues sur Tokyo et la préfecture voisine de Kanagawa, provoquant des inondations massives et paralysant la vie de la métropole.
L'intensité des précipitations a battu tous les records historiques. Le plus grand cumul horaire a été enregistré dans l'arrondissement de Meguro avec 134 mm en 1 heure, tandis que dans les arrondissements de Setagaya et Ota, l'intensité horaire a atteint son niveau le plus élevé depuis le début des observations. Dans le quartier commercial de Midorigaoka, l'eau sur les routes atteignait 20 cm. Un employé d'un magasin a raconté que l'eau avait envahi les lieux en quelques secondes, provoquant une coupure de courant et des dégâts sans précédent en 50 ans d'activité. Les habitants des sous-sols ont particulièrement souffert. Beaucoup ne pouvaient pas ouvrir leurs portes à cause de la pression de l'eau, et dans un appartement inondé, 6 enfants sont restés piégés. Ils ont heureusement été secourus. Les éclairs ont perturbé les opérations de l'aéroport Haneda, tandis que les inondations sur les voies ont interrompu le trafic ferroviaire. Dans le port maritime de Tokyo, une rafale soudaine a renversé des containers causant la mort d'un ouvrier et blessant un autre. Les météorologues ont classé ce phénomène comme une micro-rafale, un événement qui devient de plus en plus fréquent dans le monde. Chine. Dans la soirée du 13 septembre, Pékin a été balayé par une puissante tempête convective qui a touché une grande partie de la ville. Vents violents, tonnerres et éclairs étaient accompagnés de pluies torrentielles et de grêles soudaines. L'intensité maximale des précipitations a été enregistrée dans le district de Tonsho, où plus de 34 mm de pluie sont tombés en 1 heure. Par endroits, des grêlons gros comme des balles de ping-pong, voire comme des œufs de poule, se sont abattus, cabossant les voitures. Dans certains secteurs, la grêle s'est accumulée en véritable congère. Des habitants affirmaient qu'un tel phénomène ne s'était pas produit depuis au moins 40 ans. La tempête a également perturbé les transports. Un arbre, renversé par le vent et la pluie, est tombé sur les rails d'une ligne de métro majeure, interrompant le trafic. Ce mois de septembre a été anormalement chaud à Pékin, ce qui a déclenché la formation d'une telle tempête convective, très inhabituelle pour cette période de l'année. Corée du Sud. L'Institut des ressources mondiales classe la Corée du Sud parmi les pays à stress hydrique moyen ou élevé. Paradoxalement, les fortes pluies aggravent le problème. Les longues périodes de sécheresse assèchent le sol, empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer. Elle ruisselle alors vers les rivières et la mer sans recharger les nappes phréatiques, augmentant le risque d'inondation et compliquant la gestion des réservoirs. Dans la ville de Gangneung, sur la côte est, la plus grave sécheresse jamais observée a sévi. Début septembre, le niveau du réservoir Obong, qui fournit environ 87% des besoins en eau de la ville, est tombé à seulement 11,5% de sa capacité, frôlant le fond. Même après les fortes pluies du 12 septembre qui ont apporté plus de 100 mm de précipitations, le niveau n'est remonté qu'à 16%, soit environ 10 jours de réserve. Les autorités ont dû instaurer un rationnement strict. L'eau n'était distribuée que 2 heures par jour, 1 heure le matin et 1 heure le soir. Un état d'urgence a été déclaré pour la première fois dans l'histoire du pays, non pas à cause d'un incendie ou d'une inondation, mais en raison d'une sécheresse. Les agriculteurs perdent leur récolte, les entreprises souffrent et la vie quotidienne est paralysée. Les habitants racontent n'avoir jamais connu une telle situation. Il était impossible de se laver, de faire la lessive ou de prendre une douche. La vie s'est transformée en lutte pour l'accès à cette ressource vitale. Pour approvisionner la population, des camions de pompiers et des citernes militaires ont été mobilisés à l'échelle nationale. La situation était si critique qu'un navire des gardes-côtes a été envoyé sur place. 8 millions de bouteilles d'eau potable ont été livrées à la ville. Après les pluies, la distribution d'eau a été légèrement assouplie, passant à 6 heures par jour, mais il ne s'agit que d'une mesure temporaire. Le problème de fond demeure, les météorologues prévoient la poursuite de la sécheresse et les habitants continuent de vivre avec la peur de manquer d'eau à tout moment. Russie. Le 13 septembre, la péninsule du Kamchatka a connu une brusque recrudescence de l'activité sismique.
En une seule journée, les scientifiques ont enregistré 62 tremblements de terre d'une magnitude de 3,5 ou plus, dont 8 ont été ressentis par la population locale. La secousse la plus puissante, d'une magnitude de 7,4, survenue au large des côtes orientales de la péninsule, a été l'une des plus fortes répliques du mégaséisme de juillet, magnitude 8,8. Une alerte tsunami a été brièvement émise, mais aucune grande vague ne s'est produite. À Petropavlovsk-Kamchatski, un centre d'hébergement temporaire a rouvert pour les habitants craignant de rentrer chez eux. Dans les jours suivants, de fortes répliques, atteignant une magnitude de 5,9, ont continué. Dans le même temps, l'activité volcanique s'est intensifiée. Les volcans Kambalny, Bezimiany, Chiveluch, Kluchevskoye, Karimsky et Krasheninnikov ont montré des signes d'activation. Et malgré le fait que les sismologues pensaient que la réplique de magnitude 7,4 était la plus puissante et qu'ensuite l'activité sismique allait s'atténuer, ils se sont trompés. La nature a porté un nouveau coup encore plus fort. Le matin du 19 septembre, la Kamchatka s'est réveillée dans la panique. Un séisme de magnitude 7,8 s'est produit dans les eaux de l'océan Pacifique. Des témoins ont raconté que les maisons tremblaient, que l'enduit tombait des murs et que des craquements se faisaient entendre dans les dalles. Les habitants sortaient dans la rue en vêtements de maison. Dans certains bâtiments de Petropavlovsk-Kamchatski, des fissures sont apparues. Dans le hall de l'aéroport d'Elizov, des personnes se sont abritées près des colonnes, craignant un effondrement. Plusieurs vols ont été annulés ou retardés en raison des secousses. Au cours des 24 heures suivantes, la région a enregistré 47 répliques d'une magnitude de 3,5 et plus, dont plus de la moitié atteignaient une magnitude de 5 ou davantage. Selon le directeur du service géophysique unifié de l'Académie des sciences de Russie, la situation ne correspond à aucun des modèles scientifiques connus décrivant la propagation des répliques. Cependant, ce qui se passe au Kamchatka est un processus naturel d'une ampleur bien plus vaste, qui confirme clairement le modèle scientifique élaboré par les chercheurs du mouvement international ALLATRA. Il ne s'agit pas simplement d'une augmentation des tensions entre deux plaques tectoniques, mais de l'influence d'un colossal panache magmatique sibérien, un flux de magma surchauffé, dont la zone d'impact est comparable à la superficie de l'Australie. La pression de ce panache s'étend bien au-delà des limites de la Sibérie et peut provoquer de puissants séismes à des milliers de kilomètres de son centre. Ce processus peut être comparé à l'action d'un gigantesque piston hydraulique. Le magma exerce une poussée par le bas sur la lithosphère. Mais la plateforme sibérienne est une structure ancienne, rigide et monolithique. Elle ne se plie pas et ne se fracture pas en son centre. Elle transmet la tension vers les bords de la plaque eurasienne. C'est là, dans les zones de collision avec d'autres plaques, que la pression se concentre et se manifeste sous la forme des effets dits marginaux. Ainsi, l'influence du panache ne se traduit pas par des déformations locales brusques de la croûte terrestre, mais provoque un soulèvement lent et uniforme de tout le bloc sibérien. C'est précisément ce processus vaste, mais relativement lent, qui crée d'énormes tensions aux marges du bloc continental, là où se manifestent les processus géodynamiques les plus marqués. Par conséquent, la série de puissants séismes au Kamchatka n'est pas une véritable détente, mais seulement une évacuation temporaire de pression par l'une des soupapes. Le système, dans son ensemble, continue d'accumuler de tensions, ce qui témoigne du début d'une nouvelle phase plus intense de changement géodynamique sur la planète. Et aujourd'hui, l'humanité est face à un choix. Continuer sur la voie habituelle de l'auto-apaisement, du déni et de l'ignorance, ou emprunter celle de l'acceptation d'une vérité dérangeante et de l'action coordonnée immédiate. La parole est à chacun de nous.